numérique, ça divise, ça passionne, ça fait jaser, ça polarise. Temps moderne, c'est un temps d'arrêt précieux pour réfléchir aux enjeux du moment et laisser émerger la nuance. Dans cette série, on parle médias sociaux. Et aujourd'hui, on se demande comment les médias sociaux viennent redéfinir l'expérience de la mort et du deuil. L'expérience du deuil, même si elle ne fait pas partie des conversations mondaines, est l'un des seuls processus que nous aurons tous à traverser. Jadis se déroulant dans des espaces et des temps dédiés, les réseaux sociaux viennent aujourd'hui redéfinir ces rituels. Si on réfère aux plus récentes études parues sur le sujet, Facebook comptera en 2070 plus de comptes de personnes décédées que de personnes vivantes. C'est donc dire que désormais, l'être cher peut demeurer présent dans notre quotidien de toutes sortes de manières, qu'elles soient volontaires ou non. Quels sont les impacts de ces nouvelles réalités sur la façon dont nous vivons une expérience de deuil? Est-ce que c'est possible de s'y préparer? Si le deuil est un processus de création de distance entre l'endeuillé et le défunt, est-ce que les médias sociaux sont des anti-deuil? Je m'appelle Annie Turbide et je suis votre hôte pour ce balado aujourd'hui. Et pour discuter de notre sujet du jour, je reçois Élisabeth Beaunoyer et Alexandre Pépin. Élisabeth Beaunoyer est professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dans sa thèse de doctorat, elle documente comment les utilisateurs s'approprient les espaces numériques à des fins de commémoration, de soutien ou d'interaction au sujet du deuil et de la mort. Alexandre Pépin a étudié en journalisme à l'UQAM. En 2021, il présente un projet au concours Fais ton balado de Radio-Canada Audio. Intitulé Sur nos traces, la mort à l'ère du numérique et lancé à l'automne 2021, les 5 épisodes qu'il a lui-même réalisés relatent son enquête sur ce que les habitudes sur le web auront comme effet sur les relations qu'entretiennent les gens et les jeunes avec la mort. Il est aujourd'hui réalisateur audio numérique, concepteur et rédacteur chez LG2 et pour Radio-Canada. Bonjour à vous deux. Donc, pour mettre la table, j'ai envie de vous demander d'entrée de jeu, comment les médias sociaux viennent-ils redéfinir l'expérience de la mort et du deuil? Ce que je voudrais savoir, dans le fond, c'est, en gros, qu'est-ce que ça change? Pour le contextualiser un peu dans l'histoire, si on veut, de l'interaction entre la mort et les médias, parce qu'il faut savoir que c'est pas depuis que les médias sociaux existent qu'on parle de la mort au travers des médias de communication. Hein. Ça remonte à l'Antiquité, par la commémoration orale des défunts, puis aussi l'écriture. Donc, dans les cavernes du Néolithique, à l'époque, on dessinait finalement, on commémorait les morts sur ces cavernes-là. Donc, ça remonte à très loin. Par contre, tout au long de l'histoire, on faisait beaucoup des interactions à propos des morts. Donc, on commémorait les morts, on parlait des morts. Maintenant, on peut continuer d'interagir avec le défunt sur cette plateforme-là parce qu'il est toujours là, finalement. Mais d'abord, moi, ce qui me vient en tête, c'est le contact avec l'annonce. Je pense que quand on parle d'apprendre la mort ou on parle de premier contact avec le deuil, c'est pas nécessairement envers quelqu'un qu'on connaît, ça peut juste être aussi, en fait, désormais, ça peut être avec quelqu'un qui est pas nécessairement proche de nous, et les médias sociaux vont accentuer ce phénomène-là. L'exemple le plus commun qui me vient en tête, il y a 2 ans, quand j'ai entamé ma recherche du balado, c'était simplement dans les groupes Facebook, dans le fil d'actualité, où vont se mélanger, par exemple, des recettes véganes, des faits saillants de matchs de hockey, une publication, un statut Facebook annonçant la mort d'un proche ou d'un proche d'un proche. Ça se fait à un moment où tu n'es pas nécessairement consentant d'apprendre cette nouvelle-là et où il n'y a pas un côté humain qui va te l'apporter. Je dirais que c'est sûr que c'est un enjeu philosophique, de dire, ou éthique, morale, comment est-ce qu'on annonce ces décès-là à la communauté générale, effectivement, comment on va le prendre. Il y a aussi le format que ça prend, parce que si on partage un avis de décès, par exemple, dans une publication Facebook, ça n'a pas le même impact que de voir une vidéo qui met en scène un décès, on s'entend. Donc, il y a aussi cet enjeu-là. Est-ce que c'est officiel que c'est comme une perte d'humanité dans ce premier contact avec une annonce-là, ou c'est comment ça a évolué au fil des ans? Ça fait partie des discussions qu'on retrouve dans les articles scientifiques où on va mettre de l'avant finalement cette forme de responsabilité éthique des citoyens à l'ère numérique, de prendre conscience de l'impact que les contenus qu'on partage peuvent avoir sur les individus qui les consomment.
Donc, ça fait partie de ce grand concept de citoyenneté numérique ou de la littératie numérique, de prendre conscience que le contenu que je partage, ça peut avoir un impact sur les gens qui le consomment. Et ça, c'est pas quelque chose qui est toujours spontanément réfléchi quand on partage différents contenus sur ces plateformes de médias sociaux. On va comme vivre en communion, je mets des guillemets super gras ici, avec des comptes Facebook morts. Là. Je dis pas avec des morts, c'est quand même intéressant ça aussi, mais sur nos plateformes sociales, ça, il y a des gens, ça a été super difficile parce que ils voyaient les comptes Facebook toujours en ligne. Là, c'est comme un obstacle de plus au deuil, tu sais. Avant, on avait un espace bien spécifique pour vivre notre deuil. C'est une journée, c'est 3 jours, c'est bon, etc. Il y a un moment et un endroit. Et même pour commémorer, je dois me déplacer physiquement, me placer dans une prédisposition mentale. Je vais à l'endroit de la commémoration, ça reste un choix. Mais là, maintenant, ce n'est plus de façon si consentante que ça qu'on est confronté à ces personnes. Et donc, ce qui a amené l'espèce de prise de conscience que le deuil, maintenant, c'est une genre de tension, connexion, déconnexion. Si on veut prendre une distance, ben on doit se déconnecter. Quelles stratégies sont mises en place ou qu'est-ce que vous avez entendu là-dessus sur cette espèce de tension, connexion, déconnexion, puis comment on peut la gérer? La position qu'avaient les spécialistes du deuil avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir, c'était qu'ils n'étaient pas particulièrement favorables, tu sais, à passer beaucoup de temps sur le compte de quelqu'un de défunt. Mais encore là, moi, je sais pas, puis je l'ai pas vécu, fait que je veux pas me prononcer là-dessus, mais on dirait que je peux aussi comprendre, tu sais, les réseaux sociaux, ça devient aussi une voûte de souvenirs, là. Tu sais, des fois, je parle à des amis, puis je m'amuse. Mettons un ami, j'ai pas parlé depuis longtemps. Là, je m'amuse à aller voir qu'est-ce qu'on s'est envoyé comme photo il y a 5, 10 ans. C'est fou, ça, là. C'est une nouvelle bout de souvenirs qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que c'est nécessairement négatif dans ton processus de deuil? Dur à dire. Il est sûrement trop tôt aussi pour avoir des positions claires là-dessus. Puis après ça, quand il y en aura, ben ça va aussi, c'est surtout quelque chose de personnel, là, tu sais. Fait que c'est l'autre affaire. On dirait que ce qui s'y rapproche peut-être le plus à petite échelle, c'est lors de la fin d'une relation amoureuse. Quand on parle d'un ex, il y a ce réflexe-là, puis ça a été c'est quand même du contenu qui est général là, sur les internets de parler du fait qu'aller voir un compte d'un ex, c'est un mauvais réflexe, ou tu sais, de se désabonner, ça peut être souvent conseillé. Comment tu fais ça? Comment tu te désabonnes de ton ami qui est décédé? Tu sais, ça se fait. C'est difficile. Tu sais, fait, bref, est-ce qu'il y a connexion ou déconnexion? Annie, selon moi, il n'y en a peut-être pas de déconnexion. Oui, bien, pour faire du pouce avec ce qu'Alexandre vient de dire, je peux mobiliser certaines des théories finalement qui existent pour traverser le deuil. Un des modèles qui est assez populaire, c'est un modèle qui décrit un processus à 2 courants qui va aborder finalement les actions que les personnes endeuillées vont prendre vers la restauration. Donc, le fait de se sentir mieux, de reprendre ses activités, reprendre une vie, entre guillemets, normale, et les actions qui sont vers la perte. Donc là, on va vraiment parler des actions qui vont mobiliser le vécu des émotions, la commémoration, la gestion aussi de l'héritage de la personne, etc. Donc, c'est l'oscillation entre ces deux types d'actions-là qui est vraiment pas vu comme des étapes. Hein. C'est un processus à contre-courant que chaque personne, finalement, va aller dans un sens ou l'autre selon le rythme qui lui convient, puis ça prendra le temps qu'il lui faut pour y arriver, finalement. Outre, même au-delà des rituels funéraires qu'on connaît. Et ça, c'est des actions qui vont se produire vraiment dans l'intimité de la personne à n'importe quel moment selon ses choix. Ce qui arrive avec les médias sociaux, c'est que quand on veut spontanément faire des actions orientées vers la restauration, où on va dire, ben je vais communiquer avec mes amis pour faire d'autres activités, etc.,
on peut être finalement confronté à devoir changer notre orientation vers une activité qui est plus liée vers la perte, parce que là, on va voir un message, on va voir la personne, comme Alexandre le disait, on va voir que notre ami est en ligne et là, ça suscite des émotions, alors que nous, en ce moment, ce qu'on avait envie de faire, c'était de se tourner vers une activité qui allait nous permettre de changer les idées, de passer à autre chose. Donc, c'est ça qui fait que c'est confrontant de voir ce type d'action-là, savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. C'est sûr que les compagnies médias sociaux, ils ont différentes politiques qui nous aident. Les comptes de commémoration Facebook, dans la théorie, auraient dû régler beaucoup de ces situations-là. Mais c'est pas toujours le cas. Puis ça dépend comment aussi le compte a été géré par les proches. Parfois, ça arrive aussi qu'on peut voir un souvenir d'un passé qui n'a aucun lien avec la personne qui est décédée, mais cette personne-là avait commenté sur la photo. Donc là, on vient d'être frappé par d'autres émotions. Ou on peut voir aussi que comme son compte a été effacé, dans le cas où le compte aurait été effacé, son commentaire n'est plus là. Donc, ce qu'on voit sur notre photo, c'est une conversation à sens unique. Et ça aussi, ça peut être confrontant. Donc, c'est des enjeux auxquels il faut réfléchir quand on prend notre décision. Qu'est-ce qu'on va faire avec le compte? Puis, je vous dirais que il n'y a pas de solution miracle, mais pour moi, la chose principale à envisager, c'est d'en parler avec ses proches, d'être ouvert, d'ouvrir le dialogue, de dire qu'est-ce qui, toi, te ferait du bien, qu'est-ce que tu aimerais, advenant que je décède ou vice-versa, et de prendre en main finalement les dispositions auxquelles on a accès pour finalement activer ces comptes de commémoration-là ou de nommer un contact légataire qui va s'occuper de ça ensuite, suite à notre décès. Facebook offre cette fonctionnalité-là. On peut dès maintenant là, nommer un contact qui va prendre en charge là, notre compte advenant qu'il y arrive quelque chose. J'aimerais ça vous amener tout de suite à toutes les technologies émergentes en lien avec le deuil et la gestion de la mort. Alexandre, entre autres, t'as fait un épisode avec un individu intéressant qui faisait du life logging et donc qui documentait l'entièreté de sa vie avec des caméras, avec du son, etc., dans le but de créer davantage de traces numériques. Quels sont les enjeux que vous voyez de ces robots? On a Jean-Philippe Barry-Guérard qui nous a écrit Manuel de la vie sauvage, dans lequel il met en scène là, une start-up qui crée un robot conversationnel avec des données. On sait qu'aujourd'hui, c'est quand même accessible, des hologrammes, des avatars, etc. Donc, quels enjeux, quels défis vous entrevoyez là, par rapport à la gestion de la mort? Moi, je trouve ça fascinant, là, surtout si on prend par exemple les chatbots, parce que c'est ce qui est le plus près de nous, là. Je veux dire, il y a un mois, on se voyait même pas, on avait de la misère à s'imaginer parler avec un robot, puis là, pour plusieurs, ça devient un outil de travail, là, ou un outil de devenir plus efficient à son travail. Mais ça se transpose pas juste dans la sphère professionnelle. Et ben maintenant, on peut de plus en plus l'envisager, quoique c'est quelque chose qui a été breveté. Hein, il y a maintenant en 2020, depuis 2020 c'est breveté, donc c'est possible, tu sais, c'est faisable, puis j'espère que ça surprend personne qu'on peut prendre les traces numériques de quelqu'un pour le reproduire donc dans un robot conversationnel funèbre, c'est ce qu'on appelle un chatbot funéraire. L'enjeu principal ici, et je veux même pas m'attaquer à savoir dans le point de vue du deuil, si ça peut aider ou nuire à notre processus d'être en contact. Alors donc de garder la conversation avec quelqu'un de décédé sans même parler de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux choses ici. Le chatbot funéraire va être fait à partir des traces numériques de la personne. Si la personne décède, il va pas évoluer. La personne qui va parler, lui ou elle, oui. T'sais. Alors ça, c'est quand même quelque chose à prendre en considération, quelque chose d'important si on s'imagine, comme dans plusieurs films ou romans de science-fiction, entretenir une relation à long terme avec un chatbot funéraire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monde autour de nous évolue, ce qui fait en sorte qu'on évolue, mais le robot, lui, ses données, il n'y en a pas des nouvelles. Puis la deuxième chose, c'est à partir de quelles données le chatbot est fait. Et si on prend, par exemple, moi, je parle pas de la même façon sur Internet à ma mère qu'à mes collègues et qu'à mes amis. Alors, le chatbot, là, est-ce que le chatbot de ma mère est fait
de la façon que je parlais à elle ou de la façon que je parlais à toutes mes sphères sociales. Même chose pour les autres. C'est quand même intriguant, stressant, inquiétant. Est-ce que moi, je pourrais choisir quelle trace numérique on utilise pour faire mon chatbot, pour donner quand même la meilleure version de moi, là, tu sais? Ça serait le fun. Je pense pas que ça serait ça, malheureusement. Puis, tu sais, l'autre critère qui me vient rapidement en tête, ben, c'est que souvent, en ligne, on n'a pas la même... on parle juste, en général, on parle pas en ligne comme on parle dans la vie. En fait, tu parles de registre, puis je trouve ça vraiment intéressant. Élisabeth. Oui, effectivement, un témoignage très intéressant qui fait écho, en fait, à des choses qu'on connaît depuis des décennies déjà. Là, quand on a commencé les études sur les robots, justement, dès les années 80, fin des années 80, les chercheurs éminents dans le domaine qui ont montré que plus le robot ressemblait à un humain, plus ça suscitait un sentiment d'étrangeté, le uncanny valley, pour ceux qui connaissent le concept, chez la personne. Donc, on sait que c'est un robot, on le sait que c'est pas vrai, mais le fait que ça y ressemble, ça nous fait sentir une forme d'inconfort, qui fait qu'on n'est pas vraiment à l'aise dans cette situation-là. Donc, ça, on le sait depuis les années 80. Mais n'empêche que le mouvement est fort de vouloir produire finalement des outils comme ça. Puis, tu parlais aussi, Alexandre, finalement, des représentations dans la science-fiction. Ben, on en a eu une représentation dans Black Mirror, si vous l'avez écouté la saison 2, un épisode qui mettait exactement ce phénomène-là de l'avant. Donc, s'il y en a que ça les intéresse de voir, c'est l'épisode avec Hayley Atwell. C'était quand même très bien représenté, où on voyait finalement que on représentait que la personne n'était pas nécessairement à l'aise dans tout ce processus où le robot s'était mis en scène par un corps finalement, mais qui était artificiel et qui suscitait clairement un inconfort. J'ajouterais peut-être aussi sur le plan éthique puis plus global, c'est que ces démarches-là sont pas vraiment encadrées par un cadre légal en ce moment, puis on n'a pas eu de réflexion sur est-ce que ça va avoir des effets bénéfiques ou néfastes? Puis c'est des entreprises, finalement, qui développent ces services-là et on se retrouve à en discuter. Puis oui, on peut en parler, tout ça, mais à un moment donné, il va peut-être falloir aussi agir puis prendre position comme société. Est-ce qu'on laisse ces services-là ou est-ce qu'on prend une démarche vraiment rigoureuse pour documenter? Est-ce que ça va nuire, finalement, au processus de deuil des personnes puis à la santé des personnes endeuillées? Quelque chose aussi que je trouvais intéressant, là, parce que c'est évident là, que la première position qu'on a par rapport à ça, c'est d'être un peu refroidi parce que ça glace un peu le sang là, de voir comment la technologie peut s'immiscer dans la sphère funèbre, mais c'est quand même inévitable. Puis tu sais, maintenant, il y a des PowerPoint au funérailles, puis avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a des codes QR sur les pierres tombales. Avant, il n'y avait pas ça. La pandémie a exacerbé aussi cette transition-là, puis ça reste à voir jusqu'où ça va aller. Mais une réflexion que j'avais trouvée intéressante puis qui avait vraiment, vraiment, vraiment fait grandir la mienne, c'est de David Beaulieu, qui lui est le fondateur de Fragment, une technologie d'ailleurs qui s'est mise dans la sphère funèbre. Je ne veux pas trop en faire la promotion, je vous invite à aller regarder, mais c'est une urne numérique. Et lui m'avait dit quelque chose qui était un peu sa philosophie, c'est que c'est pas indissociable, c'est la technologie, la sphère funèbre, que l'important, selon lui, qui n'est pas un expert du deuil, je tiens à le rappeler, c'est que la technologie ne sert pas à créer de nouveaux souvenirs. Mm-hmm. Puis ça, on dirait que j'aime ça. J'aime ça entendre ça. Tout à fait. Mais en fait, la technologie devrait être utilisée pour commémorer la mémoire des personnes défuntes, puis toujours dans un soutien au processus de deuil, dans cette idée-là. Puis il faut s'assurer que ça respecte le besoin des personnes aussi, la signification qui est associée avec tout le processus qu'on accorde à la commémoration des morts. Tu évoquais là, les nouvelles pratiques dans les rituels funéraires. Bien, c'est sûr qu'on entend de plus en plus des échos de rituels où on va faire jouer des chansons qui étaient aimées des personnes, on va faire jouer certaines vidéos, mais il faut que ça ait une signification pour les gens qui sont là, les gens qui restent, mais aussi pour la personne qui est partie. Donc, si c'est pas quelque chose qui fait du sens, bien, à ce moment-là, peut-être qu'on devrait le mettre de côté, mais faut avoir cette discussion-là avec la famille. Je t'ouvre la porte, Élisabeth, parce que tu as comme abordé des façons, des deuils qui sont différents. Tantôt, Alexandre t'a parlé de la pandémie. À votre avis, les médias sociaux,
offre quelles opportunités ou comment elle transforme les deuils plus atypiques qu'on peut vivre. Puis là, je fais référence, mettons, à des tragédies communautaires. On n'a pas besoin d'en nommer, là. J'imagine que vous en avez en tête. Des décès de célébrités, entre autres. C'est drôle parce que dernièrement, il y a une célébrité qui est décédée au Québec. Puis moi, mon premier réflexe, ça a été d'aller vérifier l'information parce que c'est arrivé sur mon fil d'actualité, puis je me suis demandé, est-ce que c'est une vraie information ou pas? Fait qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans, dans le fond, dans ce questionnement-là. Ou bref, donc, quelles opportunités, comment ça transforme ces deuils plus atypiques qu'on peut vivre? En fait, il y a beaucoup d'études qui ont documenté ça, justement, les réactions des communautés virtuelles à la mort de certaines célébrités. Ça, c'est des phénomènes qu'on voit depuis déjà plusieurs années, même pré-pandémie. Maintenant, ces phénomènes-là, c'est pas juste sur les médias sociaux, c'est vraiment multimédia. Donc, on les voit aussi dans les médias de masse qui sont publicisés en ligne, à la télévision. Donc, on a un effet de communauté qui survient à la mort d'une célébrité parce qu'on est encore plus en contact avec différentes manières de se commémorer la personne, d'exprimer aussi notre vécu. Puis c'est tout à fait naturel de ressentir une émotion quand une célébrité qu'on aimait décède. C'est ce qu'on appelle le deuil parasocial. Donc, on a un lien à sens unique avec une figure médiatique qui est bien réelle pour le fan qui le vit. Et les communautés virtuelles offrent un moyen d'exprimer ce deuil-là puis de le vivre avec des personnes qui ressentent la même chose que nous. C'est la même chose pour des fois des deuils plus atypiques comme celui d'un animal de compagnie. On le voit beaucoup aussi sur les groupes Facebook de gens qui sont propriétaires de certaines races de chiens ou de chats, vont partager entre eux finalement la douleur qu'ils peuvent ou la peine qu'ils ressentent suite au décès. Donc, ça fournit une occasion d'entraide et de soutien dans ces contextes-là où parfois nos proches sont pas autant soutenants qu'on aurait pu le souhaiter. C'est intéressant. Merci vraiment beaucoup. Moi, j'ai une question à te poser, Alexandre. Si je reviens aux technologies émergentes, mettons dans ce que tu t'es intéressé, mettons à ce que ta génération entrevoyait ou comment elle entrait en relation avec ces phénomènes. Ma question, tu vas peut-être la trouver bizarre, mais ça pogne-tu? Je l'ai pas vécu, mais j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Puis évidemment qu'on est moins fermé. Que les personnes les moins fermées à ces idées-là, ça demeure des gens de la génération Y, genre, je dirais. On n'est pas parlé avec des plus jeunes non plus. Mais c'est aussi qu'on a une certaine désensibilisation et une plus grande confiance envers les technologies, comme on a grandi avec. Moi, si j'en parle à ma mère, ça va y glacer le sang, tu sais. Puis je l'ai fait, puis elle a pas aimé ça. Mais elle comprend que pour nous, c'est plus facile de s'imaginer avoir ce genre de relation avec les technologies. Encore là, c'est dur à dire si l'apport que ça peut avoir dans un processus de deuil. Faut que ce soit autre chose que combler le déni, tu sais. De par cette ouverture-là aussi, je pense que les gens, ce qui se questionnent beaucoup, c'est pas pourquoi ils vont l'utiliser pour eux, c'est plus est-ce que les autres auraient besoin de ça, t'sais. Moi aussi, dans la série Balado, c'est un peu la question que je me demande, tu sais. Au final, personnellement, ouais, moi, je trouvais pas ça fou, là, de savoir qu'après ça, il y a un chatbot qui continue de parler à mes amis, puis que si j'aurais pu dire cette blague-là, ben, qu'il le fasse à ma place, puis que ça les fasse rigoler, tu sais. C'est fou de penser ça. Mais c'était fou de penser qu'on allait avoir tout le Québec en Google Maps, puis qu'on peut se calculer combien de temps qu'on va y aller il y a 30 ans, là, tu sais. Puis là, on peut faire ça. Fait que bref, il y a comme une certaine désensibilisation par rapport aux technologies, mais il y a aussi cet enjeu-là, l'enjeu que on veut savoir ce que les autres vont faire de nos traces. Puis qu'au final, on le fait plus pour les autres, là, tu sais. Et d'un point de vue philosophique, ce besoin-là, ça part peut-être d'une forme de désir d'immortalité aussi, de dire que, grâce à l'espace numérique, je pourrais avoir une forme de vie immortelle. Sauf que ça soulève d'autres enjeux parce que est-ce que l'espace numérique, le cloud, qu'on pense en ce moment est limité, le sera-t-il toujours? Puis ça, c'est pas quelque chose qui est tellement
qui est tellement différent des processus de deuil traditionnels, hein, parce que quand on se prépare à la mort, ben des fois, on a plus tendance à penser à nous-mêmes comment les choix que moi je vais faire vont affecter mes proches. Dans certains récits de deuil, ça se voit. Des gens qui vont faire un choix particulier au niveau du site d'enterrement, etc., sans penser nécessairement à l'impact que ça peut avoir sur leurs proches qui, eux, finalement, sont déçus parce que ce site-là est plus loin de chez eux, par exemple, ou autre. Fait qu'on pourrait retrouver des phénomènes similaires avec ces choix-là qu'on ferait au niveau de nos traces numériques. C'est comme s'il y a ce fantasme d'immortalité depuis toujours. Donc, on dirait qu'on a un peu plus d'outils pour y arriver. Reste à savoir si ces outils-là sont nuisibles au processus de deuil de nos proches. T'sais. Est-ce que vous pensez que ça peut influencer les actions de maintenant? Est-ce qu'on peut se dire, je vais envoyer cette photo-là ou je ne vais pas la supprimer, que ça influence ou que ça sera davantage présent, ce que j'ai envie de laisser dans les choix qu'on fait avec le numérique? Je pense pas que sur les plateformes numériques, en ce moment, il y a beaucoup de censure en lien avec notre potentiel héritage. Autant dans les photos que dans les textes qu'on envoie. Je pense que ça au contraire, ça crée des safe spaces où il n'y a pas de censure. Peut-être qu'il va falloir évoluer encore un peu puis qu'il y ait, pour que ça l'affecte plus son comportement, j'ai l'impression. La réponse pourrait aussi différer selon les générations aussi. Peut-être que, en fait, le rapport à la mort ou le dialogue qu'on a sur la mort ou l'expérience qu'on a de celle-ci est très différent d'une génération à l'autre, forcément. Donc, peut-être que ça va aussi avoir un impact sur les décisions qu'on va prendre au niveau de ce qu'on va présenter en ligne ou non. Et ça risque d'évoluer effectivement là, dans les prochaines années. Par rapport à la personne qui sera la défunte un jour, il existe aussi plein de façons de se préparer. Je lisais sur des entreprises qui offrent, d'envoyer des lettres à tes enfants ou des vidéos à tes enfants à leurs grandes étapes de vie, quand ils auront leur premier enfant ou quand, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. L'exercice principal, pour s'approcher de la bonne réponse, c'est d'en parler, tu sais, puis c'est tellement difficile de s'imaginer quelle forme ces technologies-là vont prendre, comment en tant que société, notre relation va se modifier par rapport à la mort et tout. Fait que l'exercice d'en parler avec ses proches, c'est assurément la bonne réponse, puis au fil de ma quête, de ma recherche dans cette série balado-là, j'ai demandé à plusieurs experts, tu sais, aussi froidement que ça, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, puis la meilleure réponse que j'ai obtenue, c'est celle de Luce Desaulniers, qui est un peu une sommité en anthropologie. Et elle m'avait dit, puis je la cite, je trouve ça intéressant, « Toute volonté qu'on exprime est importante parce que ça met à jour et ça éclaircit pour nous-mêmes nos propres désirs et pour les autres, nos volontés. Sauf que personne ne peut prétendre à ce que ses désirs et ses volontés soient la réalité pour les autres. Tu peux pas imposer aux autres de se souvenir de toi de telle ou telle manière. » On dirait que ça se matérialise quand même assez bien là, tu sais, dans le fait qu'on sait pas comment ça va pouvoir être utilisé, mais de le nommer, ça le met à jour pour nous. Ça permet aux autres de prendre les meilleures décisions. Tout à fait, vraiment belle citation. Puis je trouve important de réitérer aussi le fait que chaque deuil est différent. Même un individu qui perd un grand-parent, un autre grand-parent va le vivre différemment selon l'étape dans laquelle il est rendu dans sa vie. Parce que la première expérience qu'on vit nous informe sur la seconde. On évolue au fil du temps. Donc, c'est difficile même pour une personne de voir qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui ne va pas me faire du bien. Donc, peut-être qu'une des solutions aussi, c'est dans le cadre de ces services-là, d'avoir une fonctionnalité qui permet de dire « j'en veux plus ». Je croyais que ça m'aiderait, là, ça m'aide pas, je n'en veux plus. Ça peut être ça aussi qui est aidant dans ce contexte-là. Le fait d'en parler au travers de balados comme Alexandre a produit, puis comme on retrouve aussi différents fils de discussion sur les différents médias sociaux, ça permet, veut pas, de contribuer à notre éducation générale sur ces phénomènes-là, puis juste d'être au courant, puis de réduire aussi le tabou entourant la question de la mort. Ça permet d'ouvrir des portes puis d'en discuter plus facilement avec la famille. Il y a différentes séries télé aussi qui représentent ces phénomènes-là, qui fournissent finalement des contextes de discussion qui sont propices à ouvrir le dialogue là, entre les membres de la famille ou des amis.
Je cite en exemple la télésérie Pour toujours plus un jour, là, qui a été produit par Nouveau, qui mettait en scène finalement quelqu'un qui était atteint d'une maladie incurable. Donc ça, c'est des contextes qui fournissent aussi une ouverture pour dialoguer entre membres de la famille au travers d'une expérience fictive qui est donc moins émotionnellement prenante. Oui, parce que ça demeure des sujets sensibles. On en vient à notre conclusion. Je vous rappelle que l'un des objectifs du balado Les temps modernes est de se donner un temps d'arrêt pour réfléchir, construire une compréhension commune sur des sujets actuels. J'ai donc envie de vous demander, qu'est-ce que vous retenez des propos de l'autre invité? Ben, moi, je retiens principalement que le deuil évolue depuis toujours, puis qu'on est peut-être plus que jamais au moment d'en parler parce que si on sait pas comment les autres veulent qu'on se souvienne d'eux, ça va être plus difficile de se respecter là-dedans. Tu sais, on peut plus facilement s'oublier, là, comme si on n'a pas ce genre de conversation-là. Ce que je veux dire par là, c'est si quelqu'un, on le sait pas, comment il veut qu'on se souvienne de lui ou d'elle, puis qu'éventuellement, on est en train de nuire à notre propre processus de deuil, peut-être qu'on va sentir qu'on le trahit si on veut pas, par exemple, arrêter d'utiliser telle ou telle technologie. Tout à fait. Moi, ce que je retiens, c'est beaucoup cette spontanéité puis cette volonté d'explorer ces sujets-là, puis de mettre de l'avant le fait que les nouvelles générations ont cette conscience-là que ça s'en vient puis qu'on peut faire des démarches à ce niveau-là. Je fais aussi partie de cette génération-là, donc je trouve ça très inspirant de voir que on prend en charge ce sujet-là puis qu'on s'y attelle puis qu'on porte finalement la discussion là, pour toute une génération, mais aussi toutes les générations. Puis j'ai particulièrement aussi été inspirée par cette réflexion sur le chatbot, puis les différentes voix ou les différentes personnalités qu'on est, les différents types d'identités qu'on porte dans le cyberespace qui ne peuvent pas représenter finalement une seule et unique personne. Je trouve que c'était une belle façon d'illustrer finalement la complexité de nos identités numériques et comment elles ne peuvent pas finalement être reproduites tout simplement par une intelligence artificielle. Merci pour ce partage. Merci à toi aussi. Hey, merci vraiment à vous deux. Là. C'était une discussion pour moi hautement intéressante. Puis c'est effectivement très rassurant de voir que des jeunes, parce que là, moi, j'en fais pas partie de cette génération, mais de vous voir avoir cette profondeur puis ce recul derrière des enjeux qui sont pas des enjeux actuels pour des vingtenaires. Donc voilà, très, très rassurant et très intéressant de vous entendre. Élisabeth, à quel endroit nos auditeurs peuvent suivre vos travaux? Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, ma page Élisabeth Beaunoyer, et sur Twitter, Beaunoyer, où je partage mes travaux de recherche. Merci. De ton côté, Alexandre? Moi aussi, principalement sur LinkedIn, c'est là où je partage majoritairement mes dernières réalisations. Excellent. Je vous remercie encore pour votre temps. Le balado Les temps modernes est une production du Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Une équipe qui s'emploie à accompagner les milieux, animer des ateliers, soutenir la production de ressources en lien, entre autres, avec la citoyenneté à l'ère du numérique. Retrouvez tous ces contenus sur icdp.qc.ca.